On a quelque chose de commun tous, c'est cet ADN de la solidarité et de la générosité. Parce que les entrepreneurs ne sont pas que là pour aller gagner des profits. Une vie sans engagement est une vie fade. Qu'est-ce qu'on risque ? Obtenir du bonheur ? Le bien de tous et l'affaire de chacun. Vous écoutez Génération Bien Commun. Je suis Thomas Tixier et tous les 15 jours, je reçois un invité qui s'engage au service du bien commun. Ensemble, nous discutons de son parcours, de ce qui l'anime au quotidien et de ses actions concrètes en faveur de la société. Rejoignez-nous dans ce podcast pour découvrir des échanges sans tabou avec ceux qui osent s'engager. Bonjour Bertrand. Bonjour. Je suis ravi de te recevoir aujourd'hui. Peut-être en quelques mots pour t'accueillir, j'ai cherché ta date de naissance en arrivant. Je vais pas la mentionner pour les auditeurs, je te laisserai le choix de le faire. Mais t'es né le jour de la Saint-Mathias. Et le jour de ta naissance, je sais pas si tu savais, mais il y a un cargo américain qui a été arraisonné par des Cambodgiens. Et Gerald Ford, un Américain, a exigé du coup la libération de ce bateau. Et malgré le fait que les preneurs d'otages de l'époque ont signifié qu'ils allaient libérer le bateau, il a quand même lancé un assaut dans lequel il y a 41 soldats américains qui sont tombés. Tu savais cette histoire-là ? Absolument pas. Je trouve toujours intéressant en début de podcast d'aller rechercher un peu l'histoire. Le nom de ce podcast, c'est Génération Bien Commun. Et ça dit bien aussi cette notion de s'inscrire dans une histoire qui a démarré avant nous, qui poursuivra après nous. Je sais qu'on parlera un peu de notions d'écologie, de nourriture aussi. Et s'il y a bien quelque chose qui se poursuit, c'est le travail de la terre. Si d'une année sur l'autre, on veut qu'elle soit toujours nourricière, il faut faire attention à la suite. Du coup, j'aime bien aller creuser un peu ces petites anecdotes-là. En tout cas, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui. Merci. Donc, peut-être un mini commentaire sur ma naissance 75, en effet. C'est que je dis toujours que c'était au moment des chocs pétroliers qui ont quand même été un grand changement et qui m'ont pas marqué à l'époque parce que j'étais trop jeune, mais en fait, sur le chômage que ça a créé, sur la crise économique que ça a créé, ça a été quelque chose qui, dans mon enfance et adolescence, a été très marquant. Donc oui, en effet, on s'inscrit dans l'histoire et c'est pas par hasard qu'on est né là où on est né. Ouais, ça, je suis assez d'accord. C'est marrant que tu parles de ça parce que pour la mini anecdote, mes beaux-parents vivent à Trémazan dans le Nord Finistère, juste en face de là où l'Amoco Cadiz a coulé. Et donc, c'est le fameux scandale du payeur-pollueur qui est pas relatif directement au choc pétrolier, mais pour le coup, à des incidents écologiques d'un bateau pétrolier qui a coulé. Pour ceux qui l'ont pas, l'Amoco Cadiz, c'est le premier gros pétrolier qui coule au large des côtes françaises. Et du coup, une énorme marée noire qui s'en est ensuivie en Bretagne. Est-ce que Bertrand, je peux te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai 47 ans. Je suis entrepreneur de métier depuis toujours. C'est une vocation que j'ai eue depuis que j'ai 10 ans. Donc, voilà, donc ça date pas, c'était pas par hasard. Je suis marié, j'ai 4 filles qui ont entre 13 et 21 ans, qui font notre bonheur. Et voilà, aujourd'hui, je suis parisien. Après 5 ans aux États-Unis, on a découvert aussi d'autres horizons, d'autres manières de penser, d'autres manières de faire du business, voilà, qui ont été très intéressantes et très marquantes pour moi et toute la famille. 5 ans, du coup, moi j'avais en tête que c'était plutôt au début de ta carrière que tu étais aux US. C'est bien ça ? On est parti, alors j'ai fait 1 an aux États-Unis en 97, 98. À la fin de mes études. Et voilà, mais là, après, on y est retourné en 2016-2021. Ok, ouais, donc en fait, il y a un retour tout frais. Ok, j'avais pas ça en tête. Excellent. Effectivement, comme tu le dis, t'as beaucoup entrepris dans ta vie. Il y a une aventure entrepreneuriale, j'allais dire, pour laquelle t'es relativement connu, c'est The Fork, la fourchette. Est-ce que tu peux nous en dire un peu en 2 mots le cœur de ce projet ? Oui, le cœur de ce projet, c'était un projet, j'ai envie de dire, assez classique, qui s'est basé sur à la fois un problème qu'on rencontrait dans notre vie quotidienne et une opportunité qu'on voyait d'un point de vue créer une entreprise. Donc le problème, c'était de se dire, donc là ça remonte, The Fork. Donc en 2005, première fois où on a commencé à en discuter avec mes associés, de dire tiens c'est bizarre, en 2005 on pouvait déjà réserver beaucoup de choses en ligne, alors sur Internet, pas sur un mobile. Mais on ne pouvait pas réserver de restaurant en ligne. Et comme la deuxième chose qui est très importante pour les entrepreneurs, c'est toujours de réfléchir dans son domaine de compétences ou entre guillemets, de connaissances. Et avec un de mes associés, on était déjà dans la restauration. Et donc, on connaissait le secteur, on savait comment il fonctionnait, etc. Et donc, on s'est dit, tiens, mais c'est bizarre parce qu'en fait, ça aiderait beaucoup les restaurateurs de pouvoir être réservés en ligne et aussi
Et c'est pour ça que la fourchette est devenue plus connue encore. Et aussi de pouvoir, comme dans le secteur aérien ou le secteur hôtelier, jouer sur les prix pour mieux remplir leur restaurant quand ils en ont besoin. Voilà, donc c'était quand même ça, vraiment la base de la fourchette. C'était cette double idée de dire, tiens, si on pouvait réserver en ligne et si on pouvait aussi offrir un outil dit de yield management qui permet en effet ce qui est devenu les discounts ou les remises sur la fourchette et qui ont permis non seulement aux consommateurs d'aller plus au restaurant et de payer moins cher, mais surtout, en fait, c'est ça ce qu'on voit moins, aux restaurateurs de mieux rentabiliser leur d'affaires, d'embaucher plus de personnes, ce qui a toujours été ma grande fierté chez La Fourchette. Et ce que je disais régulièrement aux équipes, c'est que je pense qu'au total, aujourd'hui, on fait vivre 20 000 personnes supplémentaires qui sont embauchées grâce aux clients additionnels qu'on apporte au restaurant. C'est quand même conséquent. Comment tu arrives à mesurer ça ? Alors, c'est très dur à mesurer, mais on posait régulièrement la question aux utilisateurs. En tout cas, on avait un peu arrêté sur les dernières années. Puis je ne suis plus à La Fourchette. Ça fait maintenant 2 ans que j'ai quitté, mais j'y suis resté 15 ans, donc j'ai une bonne mémoire quand même. Donc, on posait la question, quand vous arrivez sur La Fourchette, est-ce que vous auriez été au restaurant si vous n'aviez pas eu La Fourchette ? Et on avait environ 20-30% des clients qui disaient non, je n'aurais pas été au restaurant. Donc ça, c'est quelque chose de très important. C'est quand on facilite l'accès à un service, en fait, on développe ce service. Un de mes grands-pères m'avait dit, l'une des révolutions dans l'économie récente, c'est les cartes de paiement, dites carte bleue à l'époque. Parce qu'en fait, sortir du cash de sa poche, c'est un geste qui est douloureux. Et donner du cash, c'est un geste qui est douloureux. Donc en fait, l'achat, c'était à chaque fois, on se séparait de quelque chose. On se séparait. Alors quand on paye avec une carte, et on n'a plus de notion de séparation. On n'a plus de notion de séparation. C'est complètement virtuel. C'est complètement virtuel. Donc en fait, il m'a expliqué, tu vois, Bertrand, cette carte, en fait, elle a accéléré les échanges et le commerce par la facilité, etc. Et en fait, toutes les places de marché, tous ces services de réservation en ligne ou bien plus, en fait, ils facilitent l'accès. Donc en fait, en facilitant l'accès, en fait, on accélère le développement d'une industrie. Et en plus, avec les discounts, évidemment, quand on peut payer moins cher, parfois on n'aura pas pu aller au restaurant, mais on y va parce que on paye moins cher. Et donc on a le budget du coup qui arrive. Donc voilà, donc c'est comme ça, on avait 20-30%. À la fin, on envoyait 6 millions de personnes par mois quand j'ai quitté, avant le Covid, au restaurant. Donc on fait 20-30% de 6 millions, et puis on calcule combien ça fait de restaurants, combien de personnes par restaurant, et c'est comme ça qu'on a à peu près le chiffre. Excellent. Tu viens de parler de ton grand-père. Tu me disais à l'instant que tu as commencé un peu ta vie entrepreneuriale à 10 ans. Vu la remarque de ton grand-père, déjà dans ta famille, tes parents, tes grands-parents, il y avait déjà un peu cette fibre entrepreneuriale qui était présente ? Oui, je pense qu'il y avait à la fois la fibre entrepreneuriale. Moi, j'ai un de mes grands-pères qui avait été entrepreneur, mon papa qui est architecte, qui avait son cabinet. Il y avait aussi la fibre, je pense, de la liberté. C'est-à-dire d'avoir le droit, l'autorisation de faire des choses différentes, de prendre des risques. Voilà, donc ça, je pense que c'est vraiment la chose la plus importante dans l'éducation. C'est de l'éducation à la liberté. Enfin, pour moi, la liberté, c'est ce qui définit l'homme. Comment tu transmets ça à tes filles aujourd'hui ? C'est compliqué, hein. Non, j'ai pas de recette secrète. De toute façon, la meilleure éducation, c'est par qui on est, hein. Ça, c'est une réalité absolue. C'est-à-dire que, donc, si on se comporte comme quelqu'un qui prend le temps de réfléchir par rapport à une décision, qui fait pas comme tout le monde, etc. Déjà, les enfants, ils voient ça, ils comprennent qu'on n'est pas obligé de faire comme tout le monde, que c'est pas forcément ça le modèle. Et puis après, c'est de les aider aussi à réfléchir à ce qu'elles aiment, ce qui vraiment les motive, ce qu'elles ont au fond d'elles, pour se définir en fonction de qui elles sont et non pas de ce que le monde voudrait qu'elles soient. Excellent. Et tu disais du coup tout à l'heure, à 10 ans, tu as commencé un peu l'aventure entrepreneuriale. Pourquoi tu marques aussi fort cet âge ? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Je dis 10 ans, c'est pas un matin, je me suis réveillé en devenant entrepreneur. Alors, j'ai pas forcément commencé l'aventure entrepreneuriale à 10 ans, mais en tout cas, j'ai compris qu'a priori, ça serait ce à quoi j'étais appelé vers 10 ans. Il y a 2 choses qui m'ont appelé vers la vie entrepreneuriale. Au-delà, en effet, d'un milieu familial où c'était complètement autorisé, c'était fait, etc. Tout le monde n'est pas entrepreneur dans la famille non plus. La première chose, comme je disais, c'est le chômage, en fait. Je trouve que, moi, j'écoutais beaucoup la radio, les infos, etc. Et je trouve qu'on parlait que du chômage. C'était vraiment le problème, quoi. C'était le problème de la France, c'était le chômage. Les élections, on parlait que du chômage, etc. Et je me disais, dans ma tête de 10 ans ou peut-être 11 ans, je me disais, mais en fait, pour résoudre le chômage, c'est pas compliqué, il suffit de créer des boîtes. Si on crée des boîtes, on crée des emplois. Et donc, si on crée des emplois, on résout le chômage. Donc voilà, c'était ma manière de dire, il y a un problème et il y a peut-être une solution. Il y a peut-être des solutions. Le deuxième élément, c'était des rencontres, en fait, avec 2 personnes. Une personne qui s'appelle Jacob Abou, qui est décédé il y a quelques mois, qui était un voisin
et qui, lui, était un entrepreneur incroyable avec un charisme fou et qui, voilà, en tant que petit garçon de 10 ans, je me disais, j'ai envie de ressembler à quelqu'un comme lui, tout simplement. Et une autre personne qui s'appelle Jacques Maillot, qui était le fondateur de Nouvelles Frontières, qui se trouve était quelqu'un que j'avais croisé par mes parents. Et pareil, quand chaque fois que je le croisais, je me disais, mais que je l'entendais, je me disais, mais j'ai envie de lui ressembler, quoi. Voilà. Donc, c'était vraiment de se dire, moi, je sens que mon appel, c'est d'être comme ça, d'avoir ce type de vie et non pas le vie d'autres personnes que je croisais qui pour moi, résonnaient moins. Ouais, d'accord. Excellent. Et du coup, dans ton aventure, donc, tu lances plusieurs boîtes après cet échange universitaire aux USA, tu sors d'école et il y a ce moment où tu vas lancer La Fourchette. Et puis aujourd'hui, quand on voit avec Mûr, là, qui est ton projet en cours, on reviendra un peu dessus pour ceux qui connaissent pas, mais il y a cette notion où tu te rapproches de plus en plus de l'écologie et de l'écologie par le biais de la nourriture. Qu'est-ce qui, à un moment, t'a marqué pour que, j'allais dire, d'une opportunité de business devienne aussi un élan de vie qui me semble hyper fort aujourd'hui dans ton quotidien? Ouais, alors maintenant c'est l'inverse, c'est-à-dire que maintenant c'est mon élan qui va définir mes opportunités de business. Juste pour être très clair, il y a quelques années, une fois de plus, ça s'est fait de manière très progressive. J'avais vraiment cette histoire de chômage pendant longtemps qui m'a drivé. Et puis, il se trouve que, en ce moment, le chômage, c'est moins un enjeu dans nos pays. Et donc, j'étais un peu arrivé au bout de cette première mission que je m'étais fixée, entre guillemets. Et puis aussi, je commençais à avoir une bien meilleure compréhension de plein d'enjeux. Moi, une rencontre virtuelle qui m'a beaucoup marqué il y a quelques années, c'était pendant le Covid, comme beaucoup de personnes. Pendant le Covid, on a eu le temps de faire des choses qu'on ne faisait pas avant le Covid. C'était la rencontre avec le pape François, qui, je trouve, a remis l'évangile complètement au goût du jour, d'une manière très, très forte et radicale, et en disant des vérités que personne ne veut entendre et que personne ne veut s'avouer, mais que tout le monde sait. Voilà. Et pour moi, de l'entendre, donc je conseille en particulier le film, le documentaire de Wim Wenders, un homme de parole, qui est fascinant. Ça a commencé à faire retourner en moi une petite voix qui m'a dit, mais Bertrand, aujourd'hui, c'est quoi le but de ce que tu fais et en quoi ce que tu fais apporte réellement une contribution au monde tel que tu le comprends. Et donc, en tirant cette pelote-là, je me suis dit, en fait, toi, aujourd'hui, il y a un truc qui te touche, qui t'a toujours touché, c'est l'environnement. Quelque chose que j'avais compris, c'est que la crise environnementale, c'était avant tout une crise humaine. C'est-à-dire qu'en fait, la planète, elle va survivre. A priori, elle va survivre. Alors, les espèces vont changer, etc. Mais elle a déjà vécu des crises dans son histoire. Mais la crise environnementale actuelle, c'est avant tout une crise pour l'homme, en fait. Voilà. Et quelque chose qui a été assez marquant, c'est de comprendre, en fait, que comme beaucoup de personnes, je pense, j'étais toujours attristé et touché de voir un SDF à côté de chez moi. Donc, à l'époque, à Boston, il y en a aussi. et de me dire, en fait, t'as un peu un sentiment d'impuissance face à cet SDF qui est à côté de chez toi. Parce que souvent, c'est vrai qu'on est un peu impuissant. Alors, on pourrait l'être plus, mais c'est souvent des situations compliquées. Et en même temps, par ton comportement, à la fois en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que consommateur, en fait, tu crées de la misère dans d'autres parties du monde que tu pourrais éviter, entre guillemets, de créer. Voilà. Donc, c'était de prendre conscience de mon impact, que c'était pas théorique, cette crise, que c'était une réelle crise, mais ça, je le savais déjà, que c'était une crise pas uniquement de la biodiversité, pas uniquement des paysages, pas uniquement, etc. C'était pas uniquement une crise de la beauté de la nature, entre guillemets, c'était une crise qui en fait, touchait réellement des personnes en Asie, en Amérique centrale, en Afrique. Aujourd'hui, c'est 20 millions de migrants climatiques par an, déjà. C'est énorme. Et donc, de me dire, finalement, c'est toi, par ton comportement aujourd'hui, c'est toi, qui provoque avec d'autres, je suis pas le seul, mais qui en fait provoque ça. Donc, est-ce que tu acceptes ça ou est-ce que tu te dis, non, en fait, c'est pas acceptable et donc tu commences à agir maintenant que tu as pris conscience et connaissance de ce fait pour me changer moi et en tant qu'entrepreneur, aller mettre mes talents, entre guillemets, d'entrepreneur, ce que j'ai appris, au service de ce problème qui est bien plus important, entre guillemets, que de faciliter la réservation de restaurants. Alors, quand on le dit comme ça fait sourire. Mais voilà, quand on en prend pleinement conscience, j'ai envie de dire, c'est devenu une évidence
que pour moi, que j'étais appelé à autre chose. Et donc, voilà, ça s'est très bien passé. Moi, à la fourchette, j'avais un numéro 2 qui était super bien, qui était là depuis 7 ans. Et donc, très rapidement, j'ai pu basculer et dire, voilà, maintenant, je veux me concentrer sur des sujets qui sont importants aujourd'hui pour moi. J'ai les moyens, entre guillemets aussi. Voilà, j'ai la chance d'avoir gagné suffisamment d'argent, en tout cas pour prendre quelques années pour travailler sur d'autres sujets. Donc, de créer des entreprises maintenant qui vont contribuer très positivement à réduire les émissions de CO2, à recréer la biodiversité, à essayer de consommer moins d'eau, tous les problèmes, et créer moins de pollution, qui sont les grands problèmes environnementaux, à la fois pour que la nature soit plus belle, parce que voilà, je pense que la beauté et la bonté sont liées, mais aussi parce que en tant qu'humain, je me voyais plus faire autre chose, tout simplement. Ouais, je trouve intéressant que tu t'aies démarré en disant que voilà, c'est pas non plus un changement qui s'est passé un lundi matin, tu t'es réveillé puis tu t'es dit en fait il faut que je change de mode de vie. Il y a eu cette progression et quand on relit ton histoire, on voit notamment que avec l'association FIG, Food Index for Good, que Eva, ta femme, a créé, et quand t'as amené ça déjà à l'époque dans ta boîte avec cette idée un peu de label, mais peut-être je te laisserai expliquer pour les auditeurs. Il y avait déjà en fait les prémices de ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Ouais, tout à fait. C'est évidemment pas, c'est pas fait du jour au lendemain. Et donc avec Eva, donc mon épouse, on avait beaucoup réfléchi. Qui plus est, en arrivant aux États-Unis où l'agroalimentaire est quand même un gros enjeu. On avait compris à quel point l'agroalimentaire avait un impact très fort d'un point de vue environnemental. Ça c'est sûr, c'est 25% des émissions à gaz à effet de serre, et surtout c'est la chute de la biodiversité, c'est principalement lié à l'agriculture. Parce qu'en fait, on écrase les forêts, on fait des champs où on met des insecticides, etc. Et que donc ça, c'est environnement. Deuxième problème de santé. Aujourd'hui, beaucoup des problèmes de santé sont liés à notre alimentation. Et enfin, un problème social, on l'a découvert pendant le Covid, ces emplois essentiels, que ce soit dans l'alimentaire, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans la santé d'ailleurs, mais qui sont donc essentiels, beaucoup plus importants que beaucoup d'autres pour vivre, et pourtant qui sont souvent maltraités ou à minima pas du tout reconnus. On a pris conscience de à quel point l'alimentation était essentielle pour l'homme, et aujourd'hui qu'il y avait des solutions pour bien mieux faire, mais qu'il fallait les promouvoir, et d'où l'idée de FIG, Food Index for Good, qui était de se dire comment est-ce qu'on va, à l'époque où j'étais chez La Fourchette, de dire comment est-ce qu'on peut utiliser finalement le vecteur de la restauration et des clients de restaurants pour éduquer le monde à une alimentation plus responsable, d'où l'idée de créer un label, d'afficher ce label sur La Fourchette entre autres. Et aujourd'hui, Food Index for Good accompagne de plus en plus de restaurants, de chaînes de restaurants et même des collectivités territoriales à aider leur tissu économique à adopter des pratiques compatibles avec l'environnement et la santé pour l'alimentation. Ouais, ok. Et donc c'est quand même assez fort. Je trouve ça assez touchant qu'il y ait aussi une notion, du vecteur du couple qui vous a aussi permis de déployer ça et d'aller plus loin. C'est quelque chose que vous partagez beaucoup, cette notion de réflexion autour à la fois de l'environnement et entre autres par le biais de la nourriture en famille. Ouais. Alors on est une famille assez écolo, et pour le coup avec Eva on est très en phase, ce qui facilite énormément les choses de ce point de vue, parce que souvent quand il y a des décalages, entre guillemets, comme être écolo, c'est quand même un mode de vie aussi. C'est pas que des idées. Ça se ressent dans le quotidien. Donc, ça soit avec Eva, évidemment, et même nos filles, elles râlent parfois, mais elles sont globalement en phase. T'as des exemples un peu pour ceux qui nous écoutent dans la vie de famille, par exemple, de trucs qu'on peut mettre en place assez facilement chez soi? Oui, bien entendu. J'en ai plein. Alors, ce que t'as pas dit, c'est que je développe un autre projet. Je développe 2 projets, et un qui s'appelle le 2 Tons Club, donc 2tons.club, qui est un système de coaching pour les consommateurs pour adopter un mode de vie bas carbone. Donc, des idées, j'en ai plein. Non, mais les grands axes, c'est la nourriture, en particulier la viande, en particulier la viande rouge. Voilà. Donc, s'il y a une chose à très fortement limiter, c'est la viande rouge. Et ça, c'est assez simple, normalement. Le deuxième grand axe, c'est le transport et la voiture. Donc voilà, la voiture, on brûle de l'essence tous les jours quand on la prend, et ça pollue énormément. Et le troisième grand axe, c'est généralement, et c'est plus compliqué à changer, c'est le chauffage dans les maisons, c'est encore principalement en gaz, et c'est pareil, dès qu'on brûle de l'hydrocarbure, que ce soit du pétrole, du charbon, du gaz, du fuel, en fait, on émet beaucoup de CO2. Donc ça, c'est les 3 grands postes. Et puis après, il y a d'autres postes. Et puis après, il y a des contre-vérités. On pense qu'il faut pas acheter trop d'iPhone ou de téléphone. Bon. C'est vrai, mais en fait, c'est très peu d'émissions comparé à 1 kilo de bœuf, c'est plus qu'un iPhone. Donc, Intéressant.
Vaut mieux changer d'iPhone régulièrement, mais manger moins de bœuf. Non, il faut aussi ne pas changer d'iPhone, mais en tout cas, il faut ce qui est important, ce qu'on essaie de montrer avec le Two-Tons Club et de faire toucher du doigt, c'est les ordres de grandeur. Et en fait, on voudrait que le consommateur soit capable d'arbitrer en fonction du coût CO2 de la manière qu'il arbitre en fonction du coût économique. Et on voit que quand on connaît, en fait, la connaissance, évidemment, hein, est un vecteur de sagesse et de bon comportement. Enfin, bon à définir, mais quand on commence à connaître les ordres de grandeur, en fait, automatiquement, on va adapter petit à petit son mode de vie, prendre moins l'avion, prendre moins la voiture, manger moins de viande. Tu trouves que cette notion, justement, d'avoir assez accès à l'information pour réussir à adapter son comportement, il commence à toucher assez de monde ou ça reste encore très marginal? Non, ça reste très marginal. Enfin, bon, là c'est un grand débat, mais aujourd'hui, l'environnement, tout le monde en parle, tout le monde fait des petites choses, mais d'après moi, personne n'attaque vraiment le problème de fond, pour une raison très simple, c'est que aujourd'hui, l'économie est très fortement liée à la consommation, qui est la base de l'économie moderne. En fait, et le problème, enfin le type de consommation. Donc en fait, moi je crois pas trop à décroissance et c'est pas trop un débat pour moi aujourd'hui. Mais par contre, je pense qu'il faut révolutionner complètement notre consommation. C'est-à-dire il faut passer sur une consommation bas carbone et respectueuse de l'environnement et des personnes qui travaillent évidemment. Donc aujourd'hui, pourquoi personne n'a intérêt à ce que ça change? Réellement, parce qu'en fait, les entreprises, elles ont toutes leurs agendas qui sont des agendas de dire de continuer à faire de la croissance sur leur modèle actuel, parce que personne n'a trop envie de changer de modèle dans la vie, ça c'est une réalité. Les salariés que nous sommes tous ou les collaborateurs, ils ont besoin de gagner leur vie et donc ils travaillent dans les entreprises et donc c'est compliqué de scier la branche sur laquelle on est assis. Et le politique, entre guillemets, il dépend aussi beaucoup des entreprises, les impôts, tout ça, l'emploi. Enfin, voilà, je parlais du chômage tout à l'heure. C'est très facile d'expliquer et je pense que c'est un faux raisonnement, mais parce que c'est un raisonnement court terme de dire ouais, mais c'est bien de vouloir faire des trucs plus écolos et de moins consommer, mais ça va détruire de l'emploi et qu'est-ce qui va se passer? Moi, ce que je dis à tout le monde, c'est que c'est vrai qu'à court terme, ça peut détruire un peu d'emploi. À moyen et à long terme, si on le fait pas, ça va être une crise bien plus grave à affronter, qui détruira bien plus d'emplois et que donc il vaut mieux anticiper le changement et se dire voilà, donc à quoi va ressembler le monde dans 30 ans et commencer à y aller, plutôt que de refuser la réalité. Un mur dans 30 ans. Et je cite toujours les taxis. Enfin, il y a plein de secteurs. Enfin, c'est l'histoire économique qui est faite de ça. Sauf que là, c'est un phénomène qui dépasse, qui est multisectoriel et qui est quasiment sur toute l'économie. Les chauffeurs de taxi qui, au moment où Uber est arrivé, plutôt que de se remettre en question et de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter un meilleur service, qu'est-ce que Uber fait de bien, qu'on fait pas bien, etc. On commençait à faire du lobbying et à vouloir voter des lois pour interdire Uber. La réalité, c'est qu'ils auraient pu réagir il y a 15 ans ou il y a 10 ans quand Uber est arrivé, qu'aujourd'hui c'est trop tard et que certes il y a encore des taxis, mais qu'Uber a pris une énorme part de marché. Voilà. Donc pour moi, en fait, c'est ça l'économie et c'est ça le raisonnement humain, c'est plutôt de protéger son court terme plutôt que de construire son long terme. Cette crise, elle est évidemment globale, mondiale. Il y a des solutions, mais il faut des acteurs qui les mettent en place. On aime ou on n'aime pas Elon Musk, mais je cite aussi toujours Tesla comme l'exemple de l'entreprise qui a prouvé qu'on pouvait faire autrement. La voiture électrique, juste pour être très clair, il vaut mieux pas de voiture environnementale. Et l'avenir est probablement plus aux voitures partagées, etc. Oui, qu'à la voiture individuelle. Qu'à la voiture individuelle, mais une voiture électrique, c'est quand même 3 fois moins d'émissions CO2 qu'une voiture à essence. Donc c'est quand même mieux dans l'absolu. Et c'est grâce à une personne qui a des voitures électriques dans la rue aujourd'hui, qui s'appelle Elon Musk. Ouais, donc il y a une espérance de faire changer les choses et que ça puisse bouger demain. Exactement. Mais il y a une espérance de faire changer les choses, mais c'est quand même aller contre le monde. Il faut le savoir. Mais bon, ça, c'est un peu le destin d'entrepreneur. Et d'où la notion de liberté aussi, de pas rester dans les schémas du monde, mais d'être capable de se dire, voilà, comment j'exerce ma liberté profondément. Et justement, toi, en tant qu'entrepreneur, donc t'as lancé Mur. Tu as investi aussi, que ce soit en private equity ou par d'autres biais, dans des startups ou des entreprises qui veulent faire bouger ça. Est-ce que déjà, pour ceux qui connaissent pas, tu peux nous présenter Mur en 30 secondes? Alors déjà, Mur, je le lance pas. Là, je m'associe au fondateur de Mur pour le développer. Voilà, donc Mur, oui. Alors Mur, c'est un bijou. Mur, en fait, c'est un concept qui associe aujourd'hui restauration presque rapide, avec ferme.
Donc Mûr comme le fruit, hein, pour ceux qui n'ont pas comme MUR. Voilà, mûr, MU, circonflexe, RE. Donc aujourd'hui, le restaurant, il est à Paris, rue Saint-Marc. Il y a un premier restaurant. Donc chez Mûr, on mange entrée, plat, dessert pour 13 €, avec que des fruits et légumes bio en circuit court de saison, dont plus de la moitié viennent de la ferme exploitée par le restaurant, qui est à 30 km de Paris. Voilà, donc c'est une nourriture. Quand on parle de circuit court, c'est une réalité, quoi, même à Paris. Oui, tout à fait. C'est une réalité possible. C'est très local. Hein. C'est-à-dire que voilà, dans la ferme Mûr, là, qui est à côté de Tournan-en-Brie, il y a 150 variétés qui poussent tous les ans et qui régalent 300 personnes par midi dans le restaurant. Et Mûr, en fait, et c'est là que c'est génial, c'est qu'en fait, Arnaud Dalibo, le fondateur de Mûr, il s'est pas dit, tiens, comment marche un restaurant et comment je fais pour améliorer. Il s'est dit, comment est-ce qu'on peut faire pour qu'en fait, manger tous les jours ce qui pousse à côté du restaurant. Hein. Donc, il est passé d'un système où je rédige mes recettes et mon menu et je vais faire mes courses, à un système où il regarde dans le champ ce qui est mûr et il fait son menu. Voilà, donc, ça paraît tout bête. Et ça, il y a beaucoup de restaurants gastronomiques qui le font très bien. Hein. Enfin, voilà, c'est pas non plus une invention en soi. Mais là où c'est très différent et très innovant et assez unique, c'est que lui, il le fait pour 13 € entrée, plat, dessert. Voilà. Avec du volume et des prix très bas, parce que c'est un peu la mission telle qu'on l'a définie aujourd'hui, c'est de dire, voilà, Mûr, en fait, c'est comment est-ce qu'on peut rendre désirable et accessible l'alimentation durable. Parce que comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, on sait faire des repas qui sont bons pour la santé, bons pour la planète et bons pour les gens qui travaillent. Souvent, ce qui manque, c'est qu'on n'ait pas envie de les manger, ces repas. Que le consommateur n'ait pas envie de les manger. Voilà, parce que c'est toujours plus attirant de manger de la mozzarella, des frites, etc. Voilà, donc, donc je suis pas un dessin là-dessus. Ou alors, c'est très cher. Voilà. Et donc, voilà, Mûr, c'est de se dire, voilà, il faut faire de la bonne nourriture, mais il faut qu'elle soit bonne au sens, avec un grand B, bonne pour la planète, etc. Mais il faut qu'elle soit gourmande, désirable, il faut qu'on ait envie de la manger. Donc voilà, donc Mûr, c'est un peu ça. Et l'idée du projet Mûr, maintenant, c'est de multiplier cet écosystème ferme-restaurant à l'infini, j'ai presque envie de dire. J'en parlais hier à quelqu'un qui me disait qu'il y avait 1 milliard de paysans sur Terre. Ça fait pas mal de restaurants. Pour voilà, ça fait beaucoup de potentiel en tout cas. Il y a 8 milliards de clients, évidemment, puisque tout le monde mange. C'est l'avantage. Et pour ce système qui fonctionne très bien et qui a résolu l'équation, pour le déployer, et j'ai envie de dire, non seulement le déployer, nous, sous la marque Mûr, mais aussi créer un nouveau modèle, contribuer à la création d'un nouveau modèle que d'autres pourront appliquer, parce qu'on fera un maximum de choses en open source, etc. Parce qu'on n'a pas, voilà, on essaie aussi de définir un nouveau type d'entreprise qui s'inscrit dans un écosystème global et qui ne cherche pas à privatiser l'écosystème. Ouais, c'est intéressant. Et peut-être pour élargir juste un peu pour ceux qui ont... Allez voir, il y a pas mal de reportages aussi, notamment qui est très bien fait sur Brut, qui présente bien Mûr, mais il y a aussi sur le menu de temps en temps de la viande, du poisson une fois par semaine. Donc, il y a vraiment la réflexion. Voilà, on n'est pas que, j'allais dire, dans le bio qui veut dire du coup végétal, légumes only. Non, c'est vraiment en fait tout ce qu'on peut retrouver chez nous dans notre assiette, juste plus raisonné, plus beau, comme tu dis, au service de notre santé aussi finalement, quoi. Non, quand on mange chez Mûr, oui, tout à fait. Alors il y a un peu de viande, un peu de poisson. Alors pas trop, mais il y en a. Voilà, ça reste pragmatique. Et quand on mange chez Mûr, c'est un peu la garantie qu'on va bien manger et que en fait on fait tout le boulot pour vous, quoi. On fait tout le boulot pour vous qui est très compliqué à faire, d'aller chercher les bons produits, de bien les cuisiner, de bien fixer la bonne saison, etc. Et ce qui veut dire qu'aujourd'hui, du coup, la ferme, elle produit exclusivement du coup pour un restaurant. Et quand tu dis qu'en fait ce modèle-là, c'est le modèle de nos grands-parents, hein, finalement, moi mes grands-parents ils étaient paysans, on mangeait la salade verte, elle était cueillie à 2 minutes, quoi. Voire on allait la cueillir au début du repas nous-mêmes. Ça, c'est un modèle, en fait, effectivement, comme tu le disais, vous avez rien inventé là-dessus. Là, vous allez être malin, c'est de la manière potentiellement de le démultiplier demain. Comment est-ce qu'on peut réussir à favoriser ça, nous, à l'échelle, en tant que, j'allais dire, consommateur? Est-ce que chacun doit développer son petit potager chez lui pour essayer aussi de réduire son niveau de consommation, de réduire la distance, aussi la trace carbone qu'il va y avoir des produits Alors, c'est très intéressant et merci de poser la question parce qu'en fait, pour moi, c'est ça le problème qu'on essaie de résoudre. Moi, je pense qu'une entreprise, elle doit résoudre un problème. Il faut toujours commencer par le problème. Le problème, moi, personnellement, et que je pense que beaucoup de personnes ont, c'est de se dire, j'aimerais bien mieux manger. Mieux avec tout ce que ça veut dire pour ma santé, pour celle de mes enfants, pour l'environnement, etc. Varier les plats aussi. Varier, etc. Mieux. Mais en même temps, c'est quand même compliqué. Qu'est-ce que je dois acheter comme produit? C'est quoi les recettes?
mais je sais pas faire toutes les recettes. Puis c'est tous les jours que ça revient, et même 2 fois par jour. Et puis les enfants, il y a plein de trucs qu'ils aiment pas. Enfin bon, voilà. Donc en fait, c'est très compliqué de bien manger aujourd'hui. Ça demande beaucoup de temps, et on n'a pas forcément le temps ou l'énergie ou l'envie pour ça. Donc en fait, le problème est un peu ce que propose Mûr, c'est de dire, on fait le boulot pour vous. On fait le boulot pour vous. Donc voilà, on évacue ça de votre charge mentale, entre guillemets. Pour répondre à ta question, les grands principes, c'est la saisonnalité. Alors c'est plus simple en été qu'en hiver. Mais moi, c'est magique. Depuis que j'ai découvert la saisonnalité, je me réjouis quand l'automne arrive avec les légumes d'automne, je me réjouis quand le printemps arrive avec les légumes de printemps, etc. Donc il y a aussi une beauté. Enfin, voilà, il faut aussi se laisser un peu émerveiller. Et c'est le végétal. Voilà, je disais, on mange à la fois pour la santé, mais aussi pour l'environnement. On mange trop de protéines animales. Ça, aujourd'hui, c'est reconnu. Est-ce qu'il faut aller à zéro? Ça, c'est un autre débat. Nous, on est quasi végétariens, mais on n'est pas, c'est pas une religion, si tu veux. Voilà. Donc, si on nous sert de la viande, on en mangera. Voilà. C'est juste par défaut, on n'en mange plus. Et après, c'est là que ça se complique. C'est de trouver les recettes qui nous plaisent. Et ça, il y a quand même beaucoup de ressources. Il y a quand même tous les réseaux sociaux aujourd'hui. Enfin, voilà, c'est plus compliqué de cuisiner en faisant attention à ce qu'on mange. Si c'est on fournit les ingrédients. Non, mais c'est plus compliqué. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, c'est sûr que se faire griller un steak avec des pâtes, ça prend 3 minutes. Hein. Et ça plaît globalement à tout le monde. Ouais. Manger une pizza, la pizza, entre guillemets, pour l'environnement, la pizza, c'est plutôt bien parce que c'est quand même principalement végétal. C'est vrai que pour la santé, on peut pas manger des pizzas tous les jours. Ça plaît à tout le monde, ça plaît aux enfants. Enfin, voilà, il y a des espèces de, il y a des standards. Et la difficulté, c'est de créer des nouveaux standards de goût qui plaisent et qui sont meilleurs. Ouais, ça, c'est un sacré enjeu quand même. Moi, je le vois, avec les enfants, mais tu le citais, compliqué toujours plus simple de faire un steak frites à des enfants. On sait que ça va passer, il n'y a pas trop de débat. Par contre, effectivement, leur faire découvrir du topinambour, sortir un chou-fleur, des épinards, j'en parle pas. C'est toujours le combat, quoi. Voilà, après, il faut partie aussi de la culture française. J'espère qu'on va le garder pour avoir passé 5 ans aux États-Unis, puis un an avant. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus de goût, il y a plus cette éducation-là, mais ça commence dans l'éducation des enfants. C'est-à-dire que les enfants sont évidemment obligés de rien manger. Et donc, quand on reçoit des enfants américains, c'est incroyable à quel point ils ne mangent strictement rien, quoi. Un enfant américain, s'il est reçu d'une famille française, je pense qu'il meurt de faim au bout d'une semaine, quoi. Ouais, parce qu'effectivement, on a cette chance en France d'avoir une gastronomie qui est quand même assez riche. On a une culture du bien manger, je pense, peut-être pas toujours équilibrée dans le meilleur sens, mais en tout cas, effectivement, on varie. De variété des goûts, de curiosité sur les goûts. Ouais, c'est pas uniquement pour garder du bon steak frites, quoi. Et c'est marrant, moi, j'étais là il y a quelques jours à une soirée qui s'appelle Lille pour le bien commun. Pour ceux qui connaissent la nuit du bien commun, cette fameuse soirée où du coup on lève des dons au profit d'associations. On avait la tente des glaneurs sur scène. Leur mission, eux, c'est de récupérer les mal formés des étalages et des fruits et légumes qui ne sont pas vendus à la clientèle et qui partent en fait à la benne, malheureusement bien souvent en sortie de table. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut aussi déséduquer à cette question de la norme, à la fois aussi bien des aliments, mais même, j'allais dire, dans notre quotidien de consommation? Je pense qu'il y a un espoir d'arriver à déséduquer. Pour élargir peut-être l'analogie à autre chose que la nourriture, tu parlais tout à l'heure de le pauvre qui est chez toi, devant chez toi, auquel tu essaies de faire attention, mais il y a aussi ce pauvre qui est peut-être à l'autre bout du monde, que tu rends pauvre par ton mode de consommation. Je pense à Amazon pour les citer. En fait, on se rend tous pas compte de l'impact que ça a dans d'autres pays, même à d'autres grandes marques. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on s'en rende compte et qu'on change ça, quoi? C'est comme la carte bleue, quelque part. C'est devenu $1 commandé sur Amazon. Tu sais que c'est pas fou, bien sûr, mais Amazon facile, fait partie de ces choses qui facilitent tellement l'achat qu'on achète 2 fois plus de trucs dont on n'a pas besoin. De toute façon, c'était une de nos prises de conscience avec Eva, c'est de se dire, mais finalement, aujourd'hui, la plupart des entreprises, je suis désolé pour elles et j'y ai participé, donc c'est pas du tout un jugement, mais c'est une réalité. La plupart des entreprises passent leur mission, c'est de créer des choses inutiles et de les vendre à des gens qui n'en ont pas besoin, quoi. Et Amazon est l'espèce de symbole parfait et d'accélérateur parfait de ça, sans parler des réseaux sociaux, où là, c'est même maintenant nous qui faisons la promotion de choses inutiles dont on n'a pas besoin, mais qu'on veut tous acheter. Je pense qu'il faut être capable de questionner un peu, en fait. Il faut être capable de questionner. C'est intéressant ce que tu dis sur les fruits et les légumes, etc. Parce que nous, désormais, avec Eva, et c'est pas... c'est juste pour donner à quel point on peut se reprogrammer, quoi.
on va presque choisir dans les supermarchés les trucs un peu abîmés. En se disant, si je le prends pas, qui le prendra, quoi. Il va aller à la benne. Et du coup, ça va faire partie de ces 30% de gâchis alimentaires. Enfin, les chiffres sont assez variables et il faut regarder où c'est, etc. Mais en tout cas, voilà, ce gâchis alimentaire est donc qui choque. Pour le coup, je pense quand on dit à quelqu'un il y a 30% de gâchis alimentaire, ça choque tout le monde. Il faut revenir aux principes fondamentaux. Comme je disais sur les SDF, ça choque tout le monde. Voilà, donc, il faut revenir au truc où je pense qu'il faut s'écouter, quoi. Et de se dire, voilà, 30%, ok, mais comment est-ce que je peux contribuer, quoi? C'est quoi la réalité? Moi, j'essaie toujours de revenir à moi, entre guillemets, dans ma vie, avant des grands discours, avant les grands projets, avant de donner des leçons, entre guillemets, parce que ça, je pense que c'est le pire. C'est, voilà, comment, moi, est-ce que je peux contribuer? En fait, en faisant ces chemins, en fait, on va comprendre plein de choses. Et après, ça va petit à petit, je parle de conversion écologique. En fait, on va développer une sensibilité au sujet qui va nous faire prendre les bons réflexes. Et puis après, entre guillemets, j'espère un peu contagieux pour notre entourage, etc. Ouais, et je te rejoins parce que je sais pas si je pense que je fais partie d'une génération qui commence aussi à avoir cette prise de conscience sur ces sujets-là. Moi, j'avoue que, notamment par mes grands-parents qui ont aussi été paysans et parce que c'est marrant, mais ce que tu dis là typiquement, genre au supermarché Wood, c'est vraiment un point sur lequel je vois que je dois faire déjà depuis quelques années. Et en fait, je vois à quel point ça a eu des incidences sur d'autres modes de consommation. Je reçois un article, pas parfait, un peu rayé. En fait, je me dis, ouais, non, je pourrais gueuler et le rebalancer. Et en fait, finalement, ce mini défaut esthétique, c'est peut-être ce qui le rend unique sans que ça le rende parfait. Mais en fait, ça ne va pas m'empêcher de l'utiliser et de fonctionner avec. Et derrière, du coup, effectivement, c'est une incidence écologique immédiatement palpable, quoi. Exactement. Ouais, il faut pas. Il faut en rester à des choses simples. Mais juste quand je t'écoutais, je pensais à quelque chose qui pour moi aussi est très important. Et je trouve qu'il y a eu une bascule. C'est la tension entre droit et responsabilité. C'est-à-dire que, en tout cas, moi, je parle pour moi. Hein, pendant longtemps, jusqu'à quelques années, j'étais dans le droit. En fait, et en particulier sur l'achat, en fait, je gagne de l'argent, j'ai le droit de me le payer. C'est un peu ça ce qu'on nous avait dit, quoi. Finalement, oui, si tu as le droit de te le payer, tu as le droit de te le payer, quoi. Voilà. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai été éduqué, quoi. Ouais, et puis ça se joue entre toi et toi. Ça se joue entre toi et toi. Et puis voilà, je veux dire, où est le mal là-dedans, entre guillemets. Et puis c'est quand je comprends qu'en fait, non, je suis avant tout, je suis pas une somme de droits, je suis avant tout une personne responsable. Et que donc mes actions, il faut aussi que je comprenne leur impact. Et voilà, donc ça, pour moi, ça a été aussi une manière de me reprogrammer face à la consommation, mais pas que la consommation, hein, même dans les relations, etc. C'est pas parce que je suis le patron que j'ai des droits, en fait. Et ça, voilà, c'est vrai que je trouve que c'est très bien, c'est évidemment très bien décrit dans la doctrine sociale de l'Église, pour ceux qui connaissent, ou en tout cas dans toute la pensée judéo-chrétienne, en fait, de se dire, oui, en fait, on est sur cette terre, non pas pour la consommer, entre guillemets, même si on a la capacité de le faire. J'ai la capacité potentiellement de polluer, j'ai la capacité de détruire des choses, c'est pas pour autant que je le fais. Et je sens bien, voilà, pour revenir à des choses essentielles, je sens bien que c'est pas parce que je pourrais casser quelque chose que je dois le casser. Alors quand je suis enfant, je casse, mais après, quand on devient adulte, on comprend que c'est pas en soi parce que j'ai le droit. L'analogie est très juste. En fait, on a un comportement vis-à-vis de la planète, vis-à-vis de la consommation, qui parfois est très en fait enfant et dans lequel il faut qu'on grandisse, qu'on devienne adulte et qu'on comprenne que, comme tu dis, je trouve très juste ton terme. On a le droit, mais en fait le principe de responsabilité est premier. Voilà, et la responsabilité, c'est la responsabilité de se dire, cette planète ce bout de planète, une fois de plus, on est 8 milliards aujourd'hui, donc qui suis-je dans ces 8 milliards, mais ce bout de planète qui m'est confié, c'est pas pour que je le consomme, il m'est confié pour que je le transmette et idéalement pour que je l'améliore. C'est-à-dire que c'est l'analogie du jardinier, quoi. Le jardinier, il est là pour en effet exploiter le jardin ou le maraîcher, hein, pour revenir à Mur. On est là pour exploiter la terre, donc en effet lui faire tirer un fruit, en tirer un fruit qui va nous permettre de nous nourrir. Mais un bon maraîchage, en tout cas nous c'est ce qui se passe chez Mur, Arnaud en parlerait beaucoup mieux que moi. On prend une terre
et c'est aussi partie des missions de Mur, c'est de prendre des terres et de les rendre au bout de 10 ans bien meilleures. Et c'est tout le principe de l'agriculture régénératrice en français, de dire, en fait, la terre, souvent, par l'agriculture conventionnelle, a été vidée de sa substance. Et une fois de plus, il n'y a pas de jugement. C'est un système qui a très bien fonctionné, qui a permis de nourrir 8 milliards de personnes, qui était une évidence pendant 40 ans. Enfin, voilà. Donc mais on a découvert petit à petit que c'était très efficace, mais que ça vidait la terre de sa substance. Et aujourd'hui, avec l'agriculture, entre guillemets, agroécologique, on est capable de recréer la biodiversité au sein de l'humus. On est capable de recréer des haies, des étangs, etc. Et en quelques années, ça va assez vite. Et la nature est incroyable. On est capable on l'a vu avec le Covid, des endroits bien sûr. dans lesquels on passe dans la nature, si on laisse la liberté, elle va reprendre ses droits très vite. Il y a plein d'exemples on crée une mare, il y a des poissons qui apparaissent dedans, quoi. Enfin, mais comment c'est possible? Et dans cette agriculture-là, elle permet de redonner toute la vie à la terre. Donc, au bout de 5 ans, d'avoir une terre bien plus riche et d'avoir recréé des centaines d'espèces autour qui sont venues se réinstaller et qui ont retrouvé vie. Voilà, donc en fait, c'est la beauté, c'est de se dire, voilà, je suis pas là pour consommer cette terre, la vider de sa substance, mais je suis là pour, à minima garder sa substance et je peux même la rendre plus belle. Voilà. Donc pour moi, c'est cette dichotomie entre droit et responsabilité est essentielle. Elle pourrait paraître un peu moralisatrice. En fait, je pense qu'elle est évidemment source de bonheur parce qu'une fois de plus, personne n'aime détruire. Enfin, peu de personnes aiment détruire. Alors, c'est des gens qui sont très blessés. Ça arrive. Merci Bertrand. J'ai presque envie de laisser nos auditeurs sur à prolonger cette réflexion entre droit, responsabilité. Et je trouve que t'as magnifiquement exprimé et qui, pour moi, est toute la beauté aussi de l'éducation. J'ai la chance comme toi d'avoir des petits loups à la maison. En fait, les faire grandir, c'est aussi les faire passer de leurs droits à leurs responsabilités. Et si on arrive à faire la même chose pour la planète, c'est même pour nos vies en fait demain et pour ceux à qui on la transmettra, je pense qu'on aura touché tout ce qui est de l'ordre de la génération, on aura touché l'ordre quelque chose de l'ordre du commun, du bien commun. Je vais oser le terme, mais je trouve ça magnifique. Merci Bertrand pour cet échange. Je t'en prie, merci à toi et merci à tous pour l'écoute. Chers amis, à très vite pour un nouveau podcast. Merci d'avoir suivi cet échange, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast et à lui mettre une note de 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. Ça nous aidera à le faire connaître. Retrouvons-nous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Génération Bien Commun, où nous continuerons à vous partager les témoignages de ceux qui s'engagent au service du bien commun.